Mes chers amis détectives, bienvenue dans cette énigme extraordinaire qui va défier vos petites cellules grises. Je suis incroyablement heureux de vous présenter cette histoire qui va vous scotcher à votre écran du début à la fin. Écoutez-moi bien. Dans les commentaires, je veux savoir d'où vous nous regardez. Paris, Montréal, Dakar, Bruxelles. Écrivez votre ville et votre pays. On va créer la plus grande communauté de détectives du monde entier. Et surtout, devinez qui est le coupable avant la fin. Cette histoire se déroule dans le légendaire Orient Express, où le célèbre détective belge Hercule Poirot va résoudre un mystère fascinant, sans une goutte de sang, sans violence, juste avec l'intelligence pure, un diamant disparu, des suspects intrigants et des secrets qui vont vous faire tourner la tête. Alors, attachez vos ceintures, préparez vos cerveaux et n'oubliez pas de laisser un commentaire avec votre théorie. Qui a volé le diamant? Où est-il caché? Vous pensez être plus malin que Poirot? On va voir ça. Et maintenant, place au mystère. La gare de Londres s'éveillait sous un ciel gris de novembre, et les volutes de vapeur s'échappaient des locomotives comme des fantômes dansants. Hercule Poirot, impeccable dans son costume 3 pièces, ajustait sa moustache devant le miroir d'une vitrine avant de se diriger vers le quai 7. L'Orient Express l'attendait, majestueux et mystérieux, promettant un voyage confortable jusqu'à Constantinople. Le détective belge avait terminé une affaire délicate à Londres et se réjouissait de quelques jours de repos bien mérités. Ses petites cellules grises méritaient des vacances, pensait-il avec satisfaction. Le chef de train, M. Bouchard, accueillit Poirot avec déférence et le guida vers le wagon 3, réputé pour être le plus luxueux de tout le convoi. Les couloirs étaient ornés de boiseries précieuses et de lampes en laiton poli qui diffusaient une lumière dorée et chaleureuse. Poirot remarqua immédiatement l'atmosphère particulière qui régnait dans ce wagon. Une tension subtile, presque imperceptible pour un œil non averti. Ses instincts de détective s'éveillèrent, malgré lui, comme un vieux chien de chasse flairant une piste. Dans son compartiment numéro 7, Poirot rangea méticuleusement ses affaires, plaçant chaque objet avec le soin maniaque qui le caractérisait. Sa valise contenait ses livres préférés, sa trousse de toilette impeccable et quelques lettres à rédiger pendant le voyage. Il s'installa confortablement et observa par la fenêtre les derniers préparatifs du départ. Les porteurs s'affairaient, les familles s'embrassaient, et le ballet habituel des gares se déroulait sous ses yeux attentifs. À 15 heures précises, le train s'ébranla dans un sifflement strident qui fit vibrer les vitres. Poirot sentit la douce oscillation du wagon et sourit de contentement, anticipant les paysages qui défileront bientôt. Mais son moment de tranquillité fut interrompu par des éclats de voix provenant du compartiment voisin. Une femme criait en italien, sa voix perçante, traversant les cloisons comme une flèche. Poirot fronça les sourcils, contrarié par ce trouble dans l'harmonie qu'il recherchait. Curieux malgré lui, il entr'ouvrit sa porte et aperçut une scène théâtrale dans le couloir. La comtesse Isabella Monteverdi, une femme d'une 50aine d'années vêtue d'une robe de soie pourpre, gesticulait dramatiquement devant M. Bouchard. Ses bijoux scintillaient à chaque mouvement, mais c'était sa main gauche qui attirait l'attention. Elle pointait un doigt accusateur vers son annulaire vide. Le chef de train tentait de la calmer avec des paroles apaisantes, mais la comtesse semblait inconsolable. « Mon diamant, le cœur de Constantinople », s'écriait-elle en français, teinté d'un fort accent d'italien. « Il a disparu. Quelqu'un a volé ma bague dans ce train maudit. J'exige que l'on fouille tous les passagers, immédiatement. » Ses yeux lançaient des éclairs de fureur et de désespoir. La nouvelle se répandit dans le wagon comme une traînée de poudre, et bientôt, plusieurs têtes curieuses apparurent aux portes des compartiments. Le voyage tranquille que Poirot avait espéré venait de prendre une tournure inattendue. Poirot soupira profondément, comprenant que ses vacances seraient de courte durée. Les petites cellules grises n'auraient pas leur repos, tant qu'un mystère resterait non résolu sous son nez. Il ajusta sa cravate, lissa sa moustache avec soin
et se prépara mentalement à ce qui promettait d'être une enquête fascinante. L'Orient Express devenait une scène de crime, et Hercule Poirot, malgré lui, endossait à nouveau le rôle du détective. Monsieur Bouchard, reconnaissant immédiatement le célèbre détective, vint frapper discrètement à la porte de Poirot avec une expression de soulagement visible sur son visage. « Monsieur Poirot, quelle chance que vous soyez à bord. La comtesse refuse de se calmer et menace d'alerter les autorités à chaque gare. » Le chef de train se tordait les mains nerveusement, son uniforme impeccable contrastant avec son agitation intérieure. Poirot hocha la tête avec résignation, acceptant tacitement de s'impliquer dans cette affaire qui perturbait la paix du train. Le détective décida de commencer par interroger les passagers du wagon 3, qui étaient au nombre de 7, incluant la comtesse elle-même. Il sortit son petit carnet en cuir noir et son crayon parfaitement taillé, prêt à noter chaque détail, chaque nuance de comportement. L'ordre et la méthode étaient les fondements de son approche, et il ne laisserait rien au hasard. M. Bouchard lui fournit la liste des occupants avec leurs numéros de compartiment respectifs. Au compartiment 5 se trouvait Lord Edmund Ashford, un aristocrate britannique d'une 60aine d'années, au visage austère et aux manières rigides. Il voyageait avec une malle contenant, disait-on, une collection précieuse de manuscrits médiévaux qu'il allait vendre à un musée turc. Lord Ashford semblait irrité par tout ce remue-ménage et consultait ostensiblement sa montre à gousset en or. Ses vêtements étaient de qualité exceptionnelle, mais d'un style démodé, comme s'il vivait encore au siècle précédent. Dans le compartiment 6, mademoiselle Sophie Duchamp, une jeune femme française d'environ 25 ans, voyageait seule vers Constantinople, où elle devait épouser un diplomate. Son visage pâle et ses yeux rougis suggéraient qu'elle avait pleuré récemment, peut-être à cause du départ de sa famille ou de l'angoisse face à un mariage arrangé. Elle portait une robe modeste, mais élégante, de couleur grise, et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle parlait. Poirot nota mentalement cette nervosité apparente. Le compartiment 8 était occupé par Signore Antonio Rossini, un marchand d'art italien expansif et volubile qui ne cessait de parler de ses affaires prospères. Il voyageait avec plusieurs caisses mystérieuses qu'il prétendait contenir des reproductions de tableaux célèbres. Son costume voyant et ses bagues ostentatoires témoignaient d'un goût pour l'extravagance, et son sourire révélait des dents en or qui brillaient à chaque phrase. Poirot remarqua qu'il transpirait abondamment malgré la température fraîche du wagon. Dans le compartiment 9, le docteur Heinrich Weber, un médecin allemand taciturne d'une 40aine d'années, lisait un épais traité médical avec concentration. Ses lunettes rondes lui donnaient un air sévère et intellectuel, et il répondait aux questions par monosyllabes, comme si chaque mot lui coûtait un effort considérable. Il voyageait pour un congrès médical à Vienne et semblait profondément agacé par cette interruption de sa lecture. Poirot nota la précision méthodique avec laquelle le docteur tournait les pages de son livre. Enfin, au compartiment 10 se trouvait Madame Olga Volkov, une danseuse russe, exubérante et théâtrale, aux cheveux flamboyants, teints au henné. Elle se rendait à Constantinople pour une série de représentations et ne manquait pas de le mentionner à qui voulait l'entendre. Ses vêtements colorés et ses écharpes de soie créaient un contraste saisissant avec la sobriété des autres passagers. Poirot observa qu'elle portait de nombreux bijoux fantaisie, mais rien d'une valeur comparable aux diamants disparus. Poirot demanda à rencontrer la comtesse Monteverdi dans son compartiment pour obtenir les détails précis du vol. La noble italienne l'accueillit avec un mélange de désespoir et d'espoir, voyant en lui son unique chance de récupérer son bien précieux. Son compartiment, le numéro 4, était le plus luxueux du wagon, décoré avec un goût impeccable qui reflétait sa position sociale élevée. Des malles en cuir de la meilleure qualité s'empilaient dans un coin, et un parfum français coûteux flottait dans l'air. « Monsieur Poirot, vous devez m'aider » implora-t-elle, en se tordant un mouchoir de dentelle entre ses doigts bagués. Le cœur de Constantinople appartenait à ma famille depuis 3 générations. C'est un diamant rose de 15 carats, d'une valeur inestimable. Ses yeux s'embuèrent de larmes.
Mais Poirot remarqua qu'elle contrôlait parfaitement ses émotions, comme une actrice accomplie. La pierre avait été sertie dans une bague en platine, ornée de petits rubis, créant un ensemble d'une beauté exceptionnelle. Poirot s'installa confortablement et sortit son carnet. « Madame la comtesse, racontez-moi exactement quand vous avez remarqué la disparition de votre bague. » La femme se recomposa, séchant délicatement ses larmes, sans abîmer son maquillage sophistiqué. Elle expliqua qu'elle portait la bague au déjeuner dans le wagon-restaurant vers 13 heures et que plusieurs passagers l'avaient admirée. Le diamant captait la lumière d'une manière spectaculaire, attirant tous les regards. Après le repas, vers 14h30, elle était retournée dans son compartiment pour se reposer. J'ai retiré ma bague pour me laver les mains, comme je le fais toujours, précisa-t-elle avec un geste élégant. Je l'ai posée sur la petite table près du lavabo. Puis je me suis allongé quelques minutes. La comtesse affirma s'être assoupie brièvement, peut-être une demi-heure, bercée par le roulement régulier du train. À son réveil, la bague avait disparu comme par enchantement. « Avez-vous quitté votre compartiment après avoir posé la bague ?» demanda Poirot, en caressant pensivement sa moustache. La comtesse secoua la tête avec véhémence. « Non, non, je vous jure que je me suis endormie immédiatement. La porte était fermée, j'en suis certaine. » Mais Poirot nota une légère hésitation dans sa voix, un imperceptible tremblement qui trahissait peut-être un doute. Il inscrivit cette observation dans son carnet avec soin. Le détective examina méticuleusement le compartiment, scrutant chaque recoin avec l'attention d'un orfèvre. La serrure de la porte ne montrait aucun signe d'effraction, et la fenêtre était fermée de l'intérieur. Il vérifia sous les sièges, dans les recoins, et même dans les bagages de la comtesse, avec sa permission. Rien. Le diamant semblait s'être évaporé dans l'air, défiant toute logique. Poirot fronça les sourcils, car il détestait les choses qui défiaient la logique. « Les petites cellules grises doivent travailler méthodiquement », murmura-t-il pour lui-même, en ajustant sa cravate. Il remercia la comtesse et promit de faire tout son possible pour récupérer le cœur de Constantinople. En sortant du compartiment, il croisa M. Bouchard, qui l'attendait anxieusement dans le couloir. Le chef de train espérait des réponses rapides, mais Poirot savait que la précipitation était l'ennemi de la vérité. Cette énigme exigeait patience, observation et réflexion. Poirot décida de commencer ses interrogatoires par Lord Edmund Ashford, dont le compartiment était le plus proche de celui de la comtesse. L'aristocrate britannique l'accueillit avec une politesse glaciale, visiblement contrarié d'être dérangé dans sa lecture. Son compartiment était spartiate, malgré son luxe, sans aucun objet personnel visible, hormis sa malle aux ferrures dorées. Lord Ashford incarnait le parfait gentleman anglais, raide et distant, comme une statue de marbre. « Lord Ashford, où étiez-vous entre 14h30 et 15h30 cet après-midi » interrogea Poirot avec courtoisie. L'aristocrate ajusta ses manchettes avec un geste mécanique. « Dans mon compartiment, naturellement. Je lisais des documents concernant ma transaction commerciale à Constantinople. » Il désigna une pile de papiers soigneusement rangés sur sa tablette. Poirot remarqua l'ordre méticuleux qui régnait dans l'espace. Pas un objet déplacé, pas une poussière visible. « Avez-vous entendu ou vu quelque chose d'inhabituel ?» continua le détective en observant attentivement les réactions de son interlocuteur. Lord Ashford réfléchit un instant, fronçant ses sourcils broussailleux. Le signore Rossini est passé dans le couloir à plusieurs reprises, transportant des caisses, un comportement vulgaire et bruyant, si vous voulez mon avis. Son ton dédaigneux trahissait un mépris de classe évident. Poirot nota cette information, tout en se gardant de tout jugement prématuré. Le détective posa ensuite des questions sur la relation entre Lord Ashford et la comtesse. « Je la connais à peine », répondit froidement l'aristocrate. « Nous avons échangé quelques politesses au déjeuner, rien de plus. Ces démonstrations ostentatoires de richesse me laissent parfaitement indifférent. » Poirot perçut une pointe d'amertume dans ses paroles, comme si la fortune de la comtesse irritait secrètement le noble anglais. Peut-être ses propres finances n'étaient-elles pas aussi florissantes
que son apparence le suggérait. Avant de partir, Poirot demanda à examiner la malle au manuscrit. Lord Ashford hésita visiblement, ses mâchoires se crispant imperceptiblement. Ces documents sont d'une valeur considérable et d'une grande fragilité. Je ne peux permettre qu'ils soient manipulés. Mais devant l'insistance polie de Poirot, il finit par céder avec réticence. Le détective ouvrit délicatement la malle et découvrit effectivement des parchemins anciens, protégés par des couches de tissu précieux. Cependant, quelque chose attira l'attention aiguisée de Poirot. Entre deux manuscrits, il aperçut un petit flacon de verre vide, marqué d'une étiquette de pharmacie effacée. « Qu'est-ce que ceci, Lord Ashford ?» demanda-t-il innocemment. L'aristocrate pâlit légèrement. « Un médicament pour mes insomnies, rien d'important. Je l'ai terminé hier, et j'ai oublié de le jeter. » Sa voix tremblait, presque imperceptiblement. Poirot rangea cette information dans un coin de son esprit, où elle rejoindrait d'autres pièces du puzzle. En quittant le compartiment, Poirot était certain d'une chose. Lord Edmund Ashford cachait quelque chose. Mais était-ce lié au vol du diamant, ou s'agissait-il d'un secret personnel, sans rapport avec l'affaire? Les petites cellules grises devaient continuer leur travail méthodique. Le détective se dirigea vers le compartiment suivant, celui de Mademoiselle Sophie Duchamp, où l'attendait peut-être une autre pièce du mystère. Mademoiselle Sophie Duchamp ouvrit sa porte avec timidité, ses yeux baissés, évitant le regard perçant de Poirot. La jeune femme semblait fragile comme une porcelaine fine, et le détective adopta instinctivement un ton plus doux pour la mettre à l'aise. Son compartiment était modeste, mais impeccablement rangé, avec une petite valise et quelques effets personnels soigneusement disposés. Une photographie encadrée d'une famille de souriantes trônait sur la tablette près de la fenêtre. « Mademoiselle, je dois vous poser quelques questions concernant cet après-midi », commença Poirot avec douceur. La jeune femme hocha la tête nerveusement, ses mains tremblantes, jouant avec un chapelet de perles. « Je comprends, monsieur, mais je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce vol terrible. » Sa voix était à peine audible, comme un murmure porté par le vent. Poirot remarqua qu'elle portait une simple alliance en or, probablement celle de ses fiançailles. Sophie expliqua qu'elle avait passé l'après-midi dans son compartiment, écrivant des lettres à sa famille, restée en France. « Je suis terrorisée par ce voyage, par ce mariage, avec un homme que je connais à peine, » avoua-t-elle soudain, ses yeux se remplissant de larmes. « Mon père l'a arrangé pour des raisons financières. Je n'ai pas eu mon mot à dire. » Cette confession spontanée surprit Poirot, qui sentit la sincérité profonde dans chaque mot prononcé. Le détective lui demanda si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel pendant qu'elle écrivait. Sophie réfléchit longuement, se mordillant la lèvre inférieure. « Eh bien, j'ai entendu des bruits dans le couloir, des pas précipités, et aussi, oui, j'ai entendu quelqu'un qui parlait tout seul dans le compartiment d'à côté, celui du docteur allemand. » Elle semblait hésiter à en dire plus, craignant peut-être d'accuser quelqu'un injustement. Poirot l'encouragea doucement à continuer. « C'était étrange, » poursuivit-elle. « Le docteur Weber parlait en allemand, bien sûr, mais son ton était agité, presque colérique. Puis il y a eu un silence, et j'ai entendu quelque chose tomber, comme un objet métallique. » Sophie rougit légèrement. « Je sais que je n'aurais pas dû écouter, mais les cloisons sont minces, et je ne pouvais pas m'en empêcher. » Poirot la rassura, lui expliquant que chaque détail, même anodin en apparence, pouvait être crucial pour l'enquête. Avant de partir, Poirot remarqua quelque chose sur la tablette, une broche en argent représentant un oiseau, incrustée de petites pierres colorées. « Cette broche est très jolie, mademoiselle. Était-ce un cadeau ?» Sophie toucha l'objet avec tendresse. « Oui, de ma grand-mère. C'est tout ce qui me reste d'elle. Je la porte toujours avec moi pour me donner du courage. » Le détective hocha la tête avec compréhension, mais nota mentalement l'existence de ce bijou. En sortant du compartiment, Poirot était convaincu que Sophie Duchamp ne mentait pas. Cependant, son témoignage sur le docteur Weber était intrigant et méritait d'être vérifié. Le détective se dirigea vers le compartiment 9, où l'attendait le médecin allemand taciturne.
Chaque interrogatoire ajoutait une nouvelle couche de complexité à cette affaire qui s'avérait plus fascinante qu'il ne l'avait imaginé au départ. Le docteur Heinrich Weber accueillit Poirot avec une froideur professionnelle, comme s'il recevait un patient dans son cabinet. Son compartiment était aussi austère que son apparence, avec uniquement ses livres médicaux et une sacoche de cuir noir qui contenait probablement ses instruments. L'odeur de désinfectant flottait dans l'air, témoignant de la rigueur hygiénique du médecin. Poirot nota que pas un objet personnel ne trahissait la personnalité de cet homme énigmatique. « Docteur Weber, où étiez-vous entre 14h30 et 15h30 » demanda Poirot directement. Le médecin releva à peine les yeux de son traité médical. « Ici, dans mon compartiment, en train d'étudier. Je prépare une conférence importante sur les nouvelles techniques chirurgicales. » Sa voix était monotone, dénuée de toute émotion, comme s'il récitait une liste de symptômes médicaux. Poirot observa ses mains, des mains de chirurgien, précises et stables, capables des gestes les plus délicats. Le détective aborda alors le témoignage de mademoiselle Duchamp concernant la conversation agitée en allemand. Le visage du docteur se ferma immédiatement, ses lèvres formant une ligne mince et dure. Les Français sont des gens superstitieux et imaginatifs. Je parlais au téléphone avec un collègue à Berlin. Voilà tout. Mais Poirot savait qu'il n'y avait pas de téléphone dans les compartiments, et cette explication était donc impossible. Le médecin venait de mentir, et maladroitement. Confronté à cette incohérence, le docteur Weber se troubla visiblement. Ses mains se crispèrent sur son livre, et une rougeur envahit son cou. « Très bien, j'admets que je me suis parlé à moi-même. Je répétais ma conférence à voix haute. Voilà la vérité. Est-ce un crime, maintenant ?» Son ton s'était fait défensif, presque agressif. Poirot remarqua la transpiration qui perlait sur son front, malgré la fraîcheur du compartiment. Le détective demanda alors à examiner la sacoche médicale du docteur. Weber refusa catégoriquement. « Ce sont des instruments médicaux confidentiels et des dossiers de patients. Le secret professionnel m'interdit de vous les montrer sans autorisation légale. » Il serra la sacoche contre lui comme un trésor précieux. Poirot n'insista pas, sachant qu'il devrait trouver un autre moyen d'accéder à son contenu si nécessaire. Mais ce refus véhément alimentait ses soupçons. En quittant le compartiment du médecin, Poirot croisa Signore Rossini, qui transportait justement une de ces caisses mystérieuses. Le marchand italien, tout sourire et sueur, déposa sa charge avec un soupir de soulagement. « Ah, monsieur Poirot, vous enquêtez sur ce terrible vol, n'est-ce pas? Quelle histoire épouvantable !» Ses dents en or brillèrent dans la lumière du couloir. Le détective décida que le moment était venu d'interroger ce personnage exubérant. Dans son compartiment, Rossini s'empressa d'offrir du vin et des biscuits à Poirot, multipliant les gestes hospitaliers avec une générosité suspecte. Ces caisses occupaient la moitié de l'espace, empilées de manière précaire. « Vous transportez beaucoup de reproductions de tableaux, signor », observa Poirot en examinant les caisses. Le marchand éclata d'un rire tonitruant. « Le commerce de l'art est prospère, mon ami. Je dois satisfaire mes nombreux clients à Constantinople. » Mais ses yeux fuyants suggéraient que toute la vérité n'avait pas été dite. Après avoir quitté le compartiment du marchand italien, Poirot se dirigea vers celui de Madame Olga Volkov, la dernière passagère à interroger. Des éclats de rire et de la musique russe s'échappaient de derrière la porte, créant une atmosphère festive qui contrastait avec la gravité de la situation. La danseuse ouvrit avec un sourire éclatant, ses écharpes de soie virevoltant autour d'elle, comme des ailes de papillons multicolores. Son parfum entêtant envahit immédiatement le couloir. « Entrez, entrez, mon cher détective », s'exclama-t-elle avec un accent russe prononcé. Son compartiment ressemblait à une loge de théâtre remplie de costumes extravagants, de maquillage et d'accessoires de scène. Des photographies d'elle en diverses poses dramatiques tapissaient les murs disponibles. Madame Volkov incarnait l'exubérance slave dans toute sa splendeur, et Poirot se demanda si cette personnalité flamboyante était authentique ou simplement un rôle qu'elle jouait constamment. La danseuse
affirma avoir passé l'après-midi à répéter ses chorégraphies dans son compartiment, ce qui expliquait les bruits que plusieurs passagers avaient mentionnés. L'art exige une pratique constante, monsieur Poirot. Même dans un train, je ne peux négliger mes exercices. Elle effectua une pirouette gracieuse pour illustrer son propos, manquant de peu de renverser une lampe. Poirot recula prudemment, se méfiant de cette énergie débordante qui semblait incontrôlable. Quand Poirot l'interrogea sur le diamant disparu, Madame Volkoff porta dramatiquement une main à son front. Quelle tragédie, cette pauvre comtesse. Moi aussi, j'ai de beaux bijoux, mais rien d'aussi précieux. Elle désigna ces nombreux bijoux fantaisie qui, effectivement, n'avaient aucune valeur réelle. Cependant, Poirot remarqua un collier particulier, fait de perles, d'une qualité exceptionnelle, qui détonnait parmi la pacotille colorée. Ces perles valaient une petite fortune. « Ce collier est magnifique », observa Poirot en le pointant du doigt. La danseuse rougit légèrement, touchant les perles avec affection. Un cadeau d'un admirateur généreux à Saint-Pétersbourg. Il y a des années, je ne m'en sépare jamais. C'est mon porte-bonheur. Mais quelque chose dans sa voix sonnait faux, comme une note discordante dans une symphonie. Poirot nota mentalement de vérifier l'origine de ce collier qui semblait bien trop précieux pour une danseuse itinérante. Le détective lui demanda si elle avait remarqué quelque chose d'inhabituel pendant ses répétitions. Madame Volkoff réfléchit théâtralement, tapotant ses lèvres d'un doigt manucuré. « Maintenant que vous le mentionnez, j'ai vu le lord anglais rôder dans le couloir. Il marchait furtivement, comme un voleur dans la nuit. Et aussi cette petite Française qui pleurait près de la fenêtre du couloir. Ces observations, si elles étaient exactes, ajoutaient de nouvelles perspectives à l'enquête. En sortant du compartiment coloré de la danseuse, Poirot sentait que les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, même si l'image finale restait encore floue. Chaque passager avait ses secrets, ses mensonges, ses contradictions. Mais lequel d'entre eux avait volé le cœur de Constantinople? Le détective retourna dans son propre compartiment pour réfléchir méthodiquement à tous les éléments recueillis. Les petites cellules grises devaient maintenant faire leur travail le plus délicat, distinguer la vérité du mensonge. Poirot s'installa dans son compartiment et disposa ses notes avec un soin méticuleux sur la petite table devant lui. Il ferma les yeux et commença à reconstruire mentalement la chronologie des événements, visualisant chaque détail, comme les pièces d'un mécanisme d'horlogerie complexe. La comtesse s'était endormie entre 14h30 et 15h, laissant sa bague sans surveillance. Pendant ce temps, plusieurs passagers circulaient dans le couloir, chacun avec ses propres activités mystérieuses. Lord Ashford prétendait lire ses documents. Mais pourquoi ce flacon vide de médicaments caché parmi ses manuscrits? Le docteur Weber mentait clairement sur sa conversation téléphonique. Impossible. Signore Rossini transportait des caisses à répétition, un comportement étrange pour de simples reproductions de tableaux. Mademoiselle Duchamp semblait sincère dans sa tristesse, mais sa broche en argent méritait attention. Et Madame Volkoff, avec son collier de perles authentiques qui ne correspondait pas à sa situation financière apparente. Soudain, Poirot se redressa brusquement, ses yeux s'illuminant d'une compréhension soudaine. Il venait de remarquer une incohérence fondamentale dans les témoignages, quelque chose que personne n'avait mentionné, mais qui aurait dû être évident. Le détective se précipita vers le compartiment de M. Bouchard, le chef de train, une urgence nouvelle animant ses pas. Il devait vérifier une information cruciale qui pourrait tout changer dans cette enquête. « Monsieur Bouchard, j'ai besoin de connaître l'ordre exact des compartiments et qui a accès aux clés de réserve », demanda Poirot avec intensité. Le chef de train fouilla dans ses papiers et produisit un plan détaillé du wagon 3. Poirot étudia le document avec attention, traçant du doigt les distances entre les compartiments. Puis il demanda « Quelqu'un d'autre que vous possède-t-il les clés universelles ?» Bouchard secoua la tête, mais hésita avant d'ajouter « Eh bien, il y a une clé de secours dans un boîtier vitré au bout du couloir, en cas d'urgence. » Le détective se précipita vers le boîtier en question et l'examina minutieusement sous toutes les coutures. Le verre était intact,
Mais quelque chose attira son attention, de minuscules éraflures autour de la serrure du boîtier, presque invisible à l'œil nu. Quelqu'un avait ouvert ce boîtier, récemment, probablement avec un outil fin et précis. Poirot sourit légèrement, car ces petites marques racontaient une histoire fascinante que seul un œil exercé pouvait déchiffrer. Il retourna ensuite dans le couloir et se plaça exactement devant le compartiment de la comtesse. De cette position, il pouvait voir les portes de tous les autres compartiments du wagon. Il chronométra mentalement le temps nécessaire pour se rendre du boîtier à clé jusqu'à la porte de la comtesse. 20 secondes exactement. Puis le temps pour ouvrir silencieusement une porte, entrer, prendre la bague et ressortir. Environ 30 secondes supplémentaires. 50 secondes au total, un laps de temps très court, mais suffisant pour un voleur audacieux. Poirot décida alors de procéder à une expérience audacieuse. Il demanda à M. Bouchard de rassembler tous les passagers dans le wagon-restaurant pour une annonce importante. Le chef de train, intrigué mais confiant dans les méthodes du célèbre détective, accepta immédiatement. Une demi-heure plus tard, les 7 occupants du wagon 3 étaient réunis autour d'une grande table, leurs visages exprimant diverses émotions, curiosité, inquiétude, impatience ou peur. Le moment de vérité approchait, et Hercule Poirot s'apprêtait à dévoiler le mystère du cœur de Constantinople. Le wagon-restaurant baignait dans une lumière dorée, filtrant à travers les rideaux de velours bordeaux. Les 7 passagers du wagon 3 s'étaient installés autour de la longue table, chacun observant les autres avec méfiance et suspicion. La comtesse Monteverdi pianotait nerveusement sur la nappe blanche. Lord Ashford consultait sa montre avec irritation, et Madame Volkov ne cessait de rajuster ses écharpes multicolores. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension presque palpable. Hercule Poirot se tenait debout, à l'extrémité de la table, impeccable dans son costume 3 pièces, sa moustache cirée à la perfection. Il promena son regard perçant sur chaque visage, lisant les émotions comme un livre ouvert devant lui. « Mesdames, messieurs, je vous ai réunis, car j'ai résolu le mystère du diamant disparu », annonça-t-il d'une voix calme, mais autoritaire. Un murmure parcourut l'assemblée, et tous les regards convergèrent vers lui avec une intensité nouvelle. Cette affaire présentait plusieurs caractéristiques intéressantes, continua Poirot, en commençant à marcher lentement autour de la table. D'abord, le vol s'est produit dans un espace confiné, un train en mouvement, ce qui limite considérablement les possibilités. Ensuite, le voleur devait connaître l'existence de la bague et savoir précisément quand la comtesse serait endormie. Il marqua une pause dramatique, laissant ses paroles pénétrer les esprits attentifs. Le détective s'arrêta derrière Lord Ashford, qui se raidit imperceptiblement. « Lord Ashford, vous avez mentionné votre désintérêt total pour les bijoux de la comtesse. Pourtant, vous avez observé le diamant avec une attention particulière pendant le déjeuner. Pourquoi mentir ?» L'aristocrate pâlit, mais resta silencieux. Poirot continua. « Et ce flacon vide dans votre malle, il contenait du chloroforme, n'est-ce pas? Un produit que vous utilisez pour préserver vos manuscrits anciens contre les insectes. » Puis Poirot se déplaça vers le docteur Weber. « Docteur, vous avez prétendu avoir une conversation téléphonique impossible. En réalité, vous parliez à quelqu'un dans votre compartiment, quelqu'un qui n'aurait pas dû s'y trouver. Vous avez un complice, n'est-ce pas ?» Le médecin allemand resta impassible, mais ses mains tremblaient légèrement sur la table. L'assemblée retenait son souffle, fasciné par la démonstration méthodique du détective belge. Le détective se tourna ensuite vers Signore Rossini. « Signori, vos caisses ne contenaient pas que des reproductions de tableaux, n'est-ce pas? J'ai remarqué que certaines étaient anormalement lourdes pour de simples toiles. Vous transportez en réalité des objets d'art volés et vous craignez qu'une enquête policière approfondie ne révèle votre trafic. » Le marchand italien s'agita sur sa chaise, son visage devenant écarlate. Ses dents en or ne brillaient plus. Sa bouche était fermée en une ligne mince et tendue. Poirot continua son tour de table, s'arrêtant devant Mademoiselle Duchamp. « Mademoiselle, votre broche en argent m'a intrigué. Ce n'est pas un souvenir de votre grand-mère, mais un bijou volé il y a 2 ans dans une église de Lyon.
Vous êtes en réalité une voleuse en fuite, et ce mariage arrangé à Constantinople est votre couverture. » La jeune femme éclata en sanglots, cachant son visage dans ses mains. Les autres passagers la regardèrent, avec stupéfaction, n'ayant jamais soupçonné cette vérité troublante. Enfin Poirot se planta devant Madame Volkov. « Et vous, madame, votre collier de perles, des perles authentiques d'une valeur considérable, qui appartenaient autrefois à la famille impériale russe. Vous les avez subtilisés pendant la Révolution, et vous les portez ouvertement, croyant que personne ne remarquerait leur valeur réelle parmi vos bijoux fantaisie. » La danseuse cessa immédiatement ses gesticulations théâtrales, son visage devenant aussi blanc que de la craie. Le silence dans le wagon-restaurant était maintenant absolu. « Ainsi donc, nous avons ici 5 personnes avec des secrets compromettants, » déclara Poirot en reprenant sa place à l'extrémité de la table. « Chacun d'entre vous avait une raison de ne pas vouloir une enquête policière approfondie. C'est précisément ce qui rendait cette affaire si fascinante. » Il sortit son mouchoir en soie et essuya délicatement sa moustache, savourant l'attention totale de son auditoire captivé par chacune de ses paroles. Le détective se tourna vers la comtesse Monteverdi, qui le regardait avec des yeux emplis d'espoir et d'angoisse. « Madame la comtesse, votre diamant n'a jamais été volé, » annonça-t-il calmement. L'assemblée sursauta collectivement, et la comtesse elle-même sembla pétrifiée par ces mots incompréhensibles. « Comment ? Mais je l'ai cherché partout. Il a disparu, » protesta-t-elle avec véhémence, sa voix montant dans les aigus de la stupéfaction. Poirot leva une main apaisante. « Permettez-moi d'expliquer. Quand vous vous êtes endormi cet après-midi, vous n'avez pas retiré votre bague pour vous laver les mains, comme vous l'avez prétendu. C'est un mensonge que vous vous êtes raconté à vous-même, à cause du somnifère que vous avez pris. » Il marqua une pause, laissant cette révélation faire son effet. La comtesse porta une main tremblante à sa bouche, ses yeux s'écarquillant de surprise. « En réalité, » continua le détective, « vous portiez encore votre bague quand vous vous êtes allongé. Sous l'effet du somnifère, vous l'avez retirée machinalement dans votre sommeil et l'avez glissée dans votre chausson, comme vous aviez l'habitude de le faire, chaque soir chez vous, pour la protéger pendant la nuit. » Poirot se dirigea vers M. Bouchard et lui tendit un petit objet enveloppé dans un mouchoir. « Vérifiez le chausson gauche de la comtesse, qui est resté dans son compartiment. » Le chef de train partit en hâte et revint quelques minutes plus tard, tenant triomphalement le cœur de Constantinople qui scintillait de 1000 feux. La comtesse poussa un cri de joie incrédule, saisissant son diamant précieux comme si elle retrouvait un enfant perdu. Les larmes coulèrent librement sur ses joues, emportant avec elles le maquillage soigneusement appliqué. « Mais comment avez-vous su ?» balbutia-t-elle, entre 2 sanglots de soulagement. Poirot sourit avec satisfaction. « Plusieurs indices m'ont mis sur la voie. D'abord, l'absence totale de signes d'effraction. Ensuite, votre hésitation quand je vous ai demandé si vous étiez certaine d'avoir fermé votre porte. Vous n'en étiez pas sûre, parce que le somnifère affectait déjà votre mémoire. Enfin, j'ai remarqué que vos chaussons étaient décalés près de votre lit, comme si vous les aviez touchés pendant votre sommeil. » Il se tapota le front avec satisfaction. Les petites cellules grises ne se trompent jamais. La comtesse se leva et serra les mains de Poirot avec une gratitude débordante. « Monsieur Poirot, vous êtes un génie. Comment pourrais-je jamais vous remercier ?» Le détective s'inclina légèrement, acceptant les compliments avec une modestie teintée d'orgueil justifié. Les autres passagers, soulagés de ne pas être accusés du vol, mais conscients que leur secret avait été révélé, échangèrent des regards embarrassés et nerveux. « Quant à vous tous, » dit Poirot, en promenant son regard sur l'assemblée, « vos secrets ne me concernent pas, tant qu'ils ne mettent pas en danger la vie d'autrui. Je suggère cependant que chacun réfléchisse à ses choix et envisage de prendre un nouveau départ. » Il se tourna particulièrement vers Mademoiselle Duchamp. « Mademoiselle, il n'est jamais trop tard pour choisir l'honnêteté plutôt que la fuite. La liberté véritable ne vient pas de l'évasion, mais de l'intégrité. » Le train continuait sa route vers Constantinople, emportant ses passagers
vers leurs destinées respectives. Hercule Poirot retourna dans son compartiment, satisfait d'avoir résolu un mystère qui, finalement, n'en était pas vraiment un. Parfois, se dit-il en ajustant sa moustache devant le miroir, les énigmes les plus complexes ont les solutions les plus simples. Il sortit un livre de sa valise et s'installa confortablement, prêt à profiter enfin du repos bien mérité qu'il avait anticipé au début de ce voyage extraordinaire. Le soleil se couchait sur les paysages, défilant devant les fenêtres de l'Orient Express, quand Hercule Poirot savoura une tasse de chocolat chaud dans le confort de son compartiment. L'affaire du cœur de Constantinople était close, mais elle avait révélé quelque chose de plus profond sur la nature humaine. Chacun porte ses secrets, ses peurs et ses regrets, comme des bagages invisibles. La comtesse Monteverdi avait appris à être plus prudente avec ses somnifères et à mieux protéger ses bijoux précieux. Lord Ashford, confronté à la perspicacité de Poirot, avait admis que ses finances étaient en difficulté et qu'il envisageait de vendre ses manuscrits par nécessité plutôt que par choix. Le docteur Weber transportait en réalité son frère malade, caché dans son compartiment, qu'il essayait de faire entrer clandestinement en Turquie pour un traitement expérimental. Signore Rossini avait finalement avoué son trafic d'art et promis de se rendre aux autorités à l'arrivée. Mademoiselle Duchamp avait décidé de renoncer à ce mariage arrangé et de rentrer en France pour affronter son passé avec courage. Madame Volkoff avait accepté de restituer le collier de perles impériales à un musée approprié, comprenant que certains trésors appartiennent à l'histoire plutôt qu'aux individus. Poirot ferma les yeux, bercé par le roulement régulier du train sur les rails. Cette enquête lui avait rappelé pourquoi il aimait son métier, non pas pour confondre les coupables, mais pour révéler la vérité, aussi surprenante soit-elle. Parfois, le plus grand mystère n'est pas de découvrir qui a commis le crime, mais de comprendre pourquoi nous nous mentons à nous-mêmes. Le train siffla dans la nuit tombante, emportant ses passagers vers Constantinople et vers de nouveaux chapitres de leur vie. Et Hercule Poirot, le petit détective belge aux petites cellules grises exceptionnelles, sourit dans son sommeil, sachant qu'il avait une fois de plus démontré que l'ordre et la méthode triomphent toujours du chaos et du mystère.